Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Secret. Après plus de 20 ans à explorer presque exclusivement le milieu du sport au travers d'articles, de vidéos et de podcasts, j'ai aujourd'hui envie de plus. Passionné par l'humain et son fonctionnement, c'est l'occasion pour moi de vous partager des conversations sans filtre avec des individus différents, que cela soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plus encore. Je ne m'interdis aujourd'hui aucun sujet et j'espère que cela vous aidera, vous apportera des pistes de réflexion à l'instar de mon podcast Leadercast pour vivre une vie plus choisie. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis donc Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai donc écrit des milliers d'articles, des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, sous la marque Superphysique Nutrition, mais aussi une application SP Training qui vous aide à progresser de séance en séance, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance, notamment via mon site personnel rudykoya.com sur lequel je publie régulièrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Sébastien Morin, un des précurseurs à mes yeux de la préparation physique en basket en France, et qui a quelques expériences à nous partager, notamment avec des joueurs ayant joué en NBA. Bonne écoute. Salut Seb, il paraît que tu bosses aussi le dimanche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ouais, malheureusement, les jours off en semaine, on les a pas trop. C'est comme les vacances. Quand tu fais ce métier-là, ça existe pas trop, en effet, ouais. Parce que le dimanche, t'as fait quoi exactement aujourd'hui? En fait, si tu veux, j'ai des joueurs qui ont des matchs, tu vois. Donc, il y a un joueur qui a un match demain. Donc, en fait, on se fait des meetings et puis on voit ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à mettre en place, les petits problèmes. Après, il y a toujours des petites discussions qu'on peut faire à droite, à gauche. Mais bon, ouais, tous les jours, il y a quelque chose à faire. Alors, plus tu multiplies tes joueurs, plus t'as des choses comme ça à faire, quoi. Toi, de ce que j'ai compris, parce que je t'avais écouté dans le podcast, je crois, de Max Physio Sport. Ouais. Donc, t'es préparateur physique spécialisé dans le basket. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ça va faire, ça va faire 18 ans maintenant que je suis dans la préparation physique et spécialisé dans le basket, parce que c'est vrai que moi, je me suis consacré qu'au basket. J'ai pas fait ou rarement fait d'autres sports, tout simplement parce que je viens du basket et que c'est ce qui me fait vibrer, quoi. Et t'as été joueur de basket toi-même. Est-ce que tu joues encore? À quel niveau t'as été? Ouais, moi j'ai été joueur de basket. Alors j'ai été, on va dire, à un niveau jusqu'en N3, donc ce premier niveau national, voilà, entre la région et la nationale 3. En fait, au départ, j'ai commencé une carrière de coach basket, donc vraiment plus sur le terrain, technique et tout ça. Et puis, quand j'ai commencé cette carrière de coach, qui était amateur à l'époque, je parle de carrière, mais bon, c'était amateur. En fait, j'avais plus la passion de jouer et la passion du coaching m'a plutôt prise. Et puis voilà, j'ai continué comme ça en fait. Et puis maintenant, non, je joue plus les matchs, mais par contre, je continue à des fois challenger mes joueurs ou peut-être plutôt eux qui me challengent sur des tirs, des concours de tirs ou des trucs comme ça, quoi. T'as quel âge aujourd'hui? 44, Ah, 44 t'es ans. encore tout jeune, parce que putain, ça fait longtemps que t'étais là, alors que tu entraînes dans le basket. Qu'est-ce qui fait que t'as dérivé préparateur physique et que t'es pas resté coach de basket? Qu'est-ce qui a fait? En fait, tout est lié souvent. C'est-à-dire que moi, comme je dis, je jouais à un niveau, et en fait, j'avais des capacités basket, mais j'avais, on va dire, un peu un déficit. Mais bon, j'étais pas le mec le plus costaud, si tu veux. C'est ça qui m'empêchait de m'exprimer sur le terrain. Et puis, en même temps, j'ai un pote qui avait une salle de muscu à l'époque. Il m'a dit, vas-y, viens un été, soulever un peu de la fonte, prendre du muscle et tout ça. Et puis voilà, en fait, ça m'a plu. C'est là où moi les premières questions se sont posées, de se dire mais pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pas ça. Moi au basket, on me demande de courir par exemple des 5 kilomètres, c'est en pré-saison, des trucs comme ça, mais je trouve pas l'intérêt. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt? Et puis voilà, c'est parti dans ce délire-là en fait de savoir plus. Pour moi au départ ma passion et puis au final après c'est de donner ton savoir aux autres pour qu'eux aussi puissent vivre de leur passion, quoi. Et là, tu parles du 5 kilomètres. Moi, ça me paraît complètement fou qu'il y ait ça comme test au basket qu'il y avait. Il y a peut-être encore dans certains clubs. Est-ce que tu te souviens d'autres tests un peu bidons comme ça que tu as pu faire plus jeune? Ouais, alors, pour en revenir sur les 5 kilomètres, parce que j'en parle souvent, mais parce que
Je pense qu'il y a encore des clubs qui font ça. Alors pas des clubs pro, ça c'est sûr, bah, j'espère. Et je sais qu'on dit en pré-saison, eh bien, on va courir un 5 km ou un 10 km. Alors c'est pas forcément sous forme de test, mais sous forme de remise en forme. Et ça c'est complètement aberrant, quoi. Et puis après, les autres tests que j'ai trouvé toujours un peu ridicules, si j'en souviens, en fait, il y en a un, je me rappelle, parce que et au final, tu sais, l'avantage qu'on a des fois quand on a l'expérience, c'est qu'avec les années, on voit si on avait raison ou pas raison, quoi. Et en fait, tu sais qu'en NBA, ils font des tests de développé couché. Et Ok. il y a un poids qui est mis, alors je sais plus comment c'est calculé ce poids-là, et puis ils doivent le faire 10 ou 20 fois en répétition. Et moi, je disais toujours, je vois pas l'intérêt pour un basketteur de faire un test de développé couché, parce qu'il y a il y a aucun transfert sur le terrain, et c'est pas parce que tu vas être fort ou pas fort en développé couché que tu vas avoir des aptitudes plus ou moins ensuite sur le basket. La preuve, un mec comme Kevin Durant, qui est une star de la NBA, je crois qu'il a échoué à ce test-là, et c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et donc maintenant, la NBA l'a supprimé quand même depuis quelques années, ce test-là. Donc j'avais raison, j'étais visionnaire à cette époque. T'étais visionnaire parce que t'étais nul aux 5 kilomètres, si je comprends bien. Alors déjà, j'étais nul, oui, parce que ça me gonfle. Je suis pas quelqu'un, en fait, ça c'est souvent lié. J'ai remarqué ça, en fait, c'est souvent lié avec quand même ton caractère. Moi, j'ai un caractère qui est très porté, je réfléchis beaucoup. Je peux avoir 10 000 projets dans ma tête à un instant T. Et en fait, quand je commence à faire des longues distances, le truc comme ça, mon problème à moi, c'est que je vais réfléchir énormément. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus dans un profilage où je vais aller sur du sprint ou des courtes distances ou des choses comme ça, parce que j'ai pas le temps de réfléchir et ça me fait du bien. Comment tu deviens préparateur physique spécialisé dans le basket? Parce que de ce que je crois comprendre, aujourd'hui, tu es préparateur physique à assez haut niveau et on va y revenir après. Mais comment ça Ouais. se passe pour toi quand tu découvres entre guillemets la muscu, tu te mets à prendre du muscle et puis tu te dis voilà, je vais devenir préparateur physique. Comment ça s'est passé Bah ta alors, reconversion? ouais, alors là, je te parle de. Alors moi, c'est pas une reconversion parce que c'était à la sortie de l'école, hein. J'étais tout jeune quand c'est arrivé, mais le problème, c'est que maintenant, on fait un flashback. On est dans les années 2000, début des années 2000, quoi. Et bah, il y a rien qui existe. Il y a pas grand-chose qui existe. Il y a la Cumèse à l'époque qui existait, alors qui était plus, bah, tu connais, hein, tout ce qui était haltéro, muscu, tout ça. Mais des formations vraiment purement prépa physique et encore plus dans le basket, ça n'existait pas du tout. Donc en fait, moi, j'avais commencé avec ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire un brevet d'État, métier de la forme. Ah, t'as fait métier t'as fait fitness alors? T'as fait des cours de fitness? Au départ, ouais, j'ai fait, Énorme! ouais, ouais. Et alors, je vais te dire, moi, ça m'a amené énormément de choses. Alors, je suis pas resté longtemps là-dedans parce que j'ai fait qu'un an. J'ai fait qu'un an dans la salle de fitness. Parce que moi, je voulais autre chose. Je voulais aller dans la performance, je voulais aller un peu plus loin tu sais, c'est une autre approche. Alors, toujours pareil, il n'y a pas de critique à ça. Moi, c'était juste une autre approche qui vraiment me plaisait. Et puis après, il y a eu le diplôme de l'INSEP, de préparateur physique spécialisé dans le basket, que j'ai été faire. Et puis après, en fait, au fur et à mesure des années où tu avances, bah, t'as des formations à droite, à gauche. Donc moi, j'ai un parcours un peu plus, peut-être old school que par rapport à ce qui se fait maintenant. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai commencé avec un diplôme et puis après, je l'ai complété avec plein de diplômes qui me paraissaient pertinents par rapport à ce que j'avais soit avec des joueurs, des clients ou autre, quoi. Est-ce qu'il y a un diplôme en particulier qui t'a plus apporté que les autres? Ou une Euh, certification? Au niveau certification, alors c'est assez bon. Je parle beaucoup souvent de ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations qui m'ont beaucoup déçu. Pour te dire clairement pourquoi, parce que certes tu apprends des choses, mais après c'est tout l'art de pouvoir le transférer sur ton quotidien avec des athlètes. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Et souvent dans les formations, on a beaucoup de formations quand même où on t'apprend des choses qui sont sur le papier théoriquement magnifiques mais qui sont très difficilement applicables ensuite dans le quotidien avec un suivi d'athlète. Donc, moi, j'ai toujours un peu cette problématique-là avec les formations. Alors, c'est peut-être mon petit côté rebelle, on va dire. Mais écoute, celle qui m'a la plus belle des formations, ça va faire un peu bateau ce que je vais te dire, mais en fait, bah, c'est le terrain, c'est l'expérience tout simplement parce que c'est celle qui t'apprend à gérer, à anticiper, à être agile, à comprendre, à écouter,
Et ça, c'est vraiment des qualités, je pense, qui sont sous-estimées dans un coach, mais qui sont ultra importantes. Comment est arrivé ton premier client en tant que préparateur physique? Euh, Comment tu l'as démarché? Comment c'est venu? Parce que je pense qu'il y en a ouais, pas mal qui nous écoutent, qui doivent se dire, ah, mais moi aussi, je veux. Et on va dérouler après ton parcours, mais il y en a beaucoup qui veulent coacher, tu sais, un peu à haut niveau. ouais. Comment ça s'est passé pour toi, tes premiers clients ou ton premier client? Écoute, moi, ça n'a pas été un client, ça a été un club. Donc ça a été cool. Ma première année expérience, comme je te dis, dans les salles fitness, là, j'étais sur Monsieur et Madame tout le monde, on va dire. Voilà. Et mes premiers clients, alors premier client sportif, on va dire, c'était Dominique Casagrande. Est-ce qu'on se rappelle de Dominique Casagrande? Ça me dit quelque chose. C'était l'ancien gardien de Nantes et l'ancien gardien du PSG. Alors, Eh ouais, bah, pareil, c'est pour ça que ça me parle, parce que moi j'étais de Paris, donc voilà. en gamin, j'étais fan de Paris, on va dire, donc c'est pour ça que ça me parle, ouais, Ouais. ce nom. Et en fait, j'étais à Lyon et puis il m'avait tout simplement pris en coaching privé. Donc, c'était lui qui venait vers moi. Et puis après, dans cette salle-là, j'avais eu aussi affaire avec des Yamakasi. Énorme. Incroyable. Et, non, et puis après, en fait, c'est une opportunité que j'ai eue, c'est-à-dire que Cholet Basket lançait avec la fédération une formation justement sur la préparation physique et le basket. Et moi, j'étais en tête de liste pour intégrer cette formation-là. Donc, en gros, ça consistait il y avait une formation et puis on était une quinzaine, je crois. Et puis, les 15 personnes, on était dispatchés dans des clubs de basket pour faire un peu d'alternance, tu vois. Et en fait, cette formation-là ne s'est jamais faite pour raison de subvention et tout ça. Mais en fait, moi, j'ai été voir chez les baskets et je leur ai tout simplement dit, bah, écoutez, moi, je vais vous montrer que vous avez besoin d'un préparateur physique à une époque où il n'y en avait pas beaucoup dans les clubs. À l'époque, il y avait moi, il y avait Franck Kuhn qui était là déjà, mais il n'y avait pas 36 personnes. Et à l'époque, à Cholet Basket, c'était un prof de PS qui faisait la préparation physique des joueurs. Et c'était, je crois, 8 heures par semaine et pas plus. Et en fait, moi, je leur ai dit, bah, vous avez besoin d'un mec qui est beaucoup plus spécifique que ça et tout ça. Et puis, bah voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé, en fait. T'as proposé tes services gratuitement au début? Alors au départ, on avait fait un deal parce que bah, je venais de nulle part et tout ça, hein, donc mais en final, c'était parce que tu sais à Cholet Basket, t'as l'équipe professionnelle et puis t'as un centre de formation et vu qu'il y avait déjà quelqu'un en place, moi j'avais dit moi je suis prêt à faire une année un peu galère pour moi, mais à vous montrer ce que je peux faire. Et par contre, en échange, je devais garder les espoirs de Cholet Basket, donc j'étais un peu le gardien, tu vois, parce qu'ils sont tous logés dans un immeuble, et puis bah, il faut une personne qui les surveille quand même. Donc j'ai été cette personne-là. Et puis à côté, bah, je pouvais intégrer le groupe du centre de formation et des pros, et puis de commencer à faire des petites touches par-ci par-là. Et puis à côté de ça, bah, j'avais un hébergement qui me permettait de rester sur Cholet. Et puis bah tu vois, au bout d'un an, en fait, ce sont les joueurs, je me rappellerai tout le temps, parce que ce sont les joueurs qui ont été voir le directeur sportif et tout ça, qui ont dit bah il nous faut un mec comme Seb, beaucoup plus présent, c'est beaucoup plus pertinent, il nous amène beaucoup plus de choses, etc. Et puis l'aventure est partie comme ça, quoi. Alors, je dérive. Comment est organisée la préparation physique en France au niveau du basket? Est-ce que, parce que comme je t'ai entendu sur le podcast de Max, je comprends un peu comment ça s'organise, mais Mm. moi j'ai toujours en tête cette idée, tu vois, et je pense que beaucoup qui nous écoutent aussi, c'est que tu as des moments dans la semaine où effectivement tu peux faire, je sais pas, je dis une connerie, mais tu vas me corriger, mais genre 3 fois 1h30 de préparation physique. Est-ce que ça s'organise comme ça? Ça serait le rêve. Ça serait le rêve de beaucoup de beaucoup de préparateurs physiques. Malheureusement, ça, c'est pas le cas, en fait. Bon, la première chose, c'est qu'en France, on a quand même progressé, c'est-à-dire maintenant, tous les, tous les clubs ont plus ou moins quand même un préparateur physique, à temps plein dans leur club. Pas tous, mais plus ou moins. Donc ça, c'est déjà la première avancée. Et après, en fait, on a d'autres problématiques. C'est déjà l'accumulation des matchs dans les clubs qui nous permettent pas d'avoir d'énormes créneaux parce qu'il y a déjà beaucoup de fatigue et compagnie et qu'il faut en plus caser des choses là-dessus. Et puis après, il y a la philosophie de l'entraîneur qui est plus terrain de basket ou qui va plus aller et qui va donner du crédit à la préparation physique ou pas. Donc en fait, il y a beaucoup de paramètres qui arrivent. Donc au final, à l'heure actuelle, si je fais un constat, je pense, et j'espère que d'autres préparateurs physiques interviendront et me diront si j'ai raison ou pas. Mais tout ce que j'ai vu et de tout ce que j'échange avec beaucoup de collègues, c'est le préparateur physique est responsable des échauffements.
Donc, on va dire qu'il a 15-20 minutes pour lui avant les entraînements basket. Il a 2 ou 3 créneaux, mais même pas d'une heure, 45 minutes de musculation, on va dire, de préparation physique, de musculation. Et puis après, il y a les échauffements de match, et puis on a fait un peu le tour, tu vois, donc c'est pas très... Ouais, en fait, tu fais, ça fait vraiment, là, on parle du niveau pro français, entre guillemets, en plus. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Alors, si tu veux, c'est un peu toute la problématique, et ça, on va pouvoir en parler parce que c'est hyper intéressant, je trouve. C'est qu'à l'heure actuelle, si tu veux, pour vraiment, dans le basket, pour vraiment avoir un impact dans la préparation physique au basket, moi, je pense, il y a 2 cibles idéales. La première cible, ce sont les centres de formation, puisque tu as des jeunes en développement et tu les as sur 4-5 années, donc ça, c'est fantastique. Et puis la deuxième cible, quelque part, ce sont les clubs qui ne jouent pas les Coupes d'Europe. Parce que tu as beaucoup plus de temps libre pour pouvoir t'occuper des joueurs. Parce que quand tu joues une Coupe d'Europe, c'est quasiment des matchs tous les 2-3 jours. Donc c'est très compliqué de caser les choses. La problématique de ces 2 cibles-là, c'est quoi? Généralement, c'est que ce sont les cibles où il n'y a pas de moyens financiers déjà. Donc c'est difficile d'exister là-dessus, quoi. Ah ouais, putain, je me rendais pas compte que t'avais si peu de créneaux, en fait. Et ça, en plus, tu dis, c'est en dehors des Coupes d'Europe, quand il y a des matchs tous les 2, 3 jours. En fait, en dehors de l'échauffement, tu fais du maintien, quoi, à la rigueur. Ah ouais, ouais, il y a beaucoup de maintien, ça c'est sûr, pendant l'année. Alors après, il y a des nouvelles tendances, tiens, qui se créent dans le basket, que moi j'applique par exemple avec mes joueurs en privé aussi, mais c'est tout ce qu'on appelle tout ce qui est microdosing. Alors je sais pas si ça parle, les microdosing. Est-ce que tu peux expliquer? Ouais, microdosing en fait, c'est une tendance qui est arrivée il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. En fait, on part sur une philosophie, tu sais, de jours de basse intensité, de jours haute intensité. Donc, on part du principe que le jour du match, c'est la haute intensité. C'est là où tu dois être le plus possible, où tu peux emmagasiner, c'est là où tu donnes toute l'énergie. Et en fait, après les matchs, de plus en plus, pas partout, mais de plus en plus maintenant, on cale une séance de musculation après le match de basket. Donc, tu viens de faire un match de basket, et en plus, derrière, tu fais alors généralement le microdosing c'est 35 minutes, 40 minutes, pas plus de musculation où tu vas pouvoir travailler de la force et tout ça. Ce qui va permettre aux joueurs ensuite, le lendemain, peut-être d'avoir ce fameux jour off avant de réenchaîner 2 jours plus tard dans la reprise et 3 jours plus tard dans un nouveau match. Donc l'idée en fait, c'est maintenant d'être très pertinent, d'être très efficace, tout en respectant ces jours hauts et ces jours bas. Donc je sais pas si j'étais très clair Ouais, là-dessus. ouais, j'ai l'impression d'apparenter ça un peu à la mode norvégienne en endurance, le double seuil où tu fais une journée, tu te mets un peu tarif, mais bref, tu contrôles quand même l'intensité, mais bon, c'est quand même une journée tarif, et puis pendant deux jours suivants, t'es à basse intensité pour récupérer, et hop, tu te remets carton. Ouais. Ouais, 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 on est beaucoup là-dessus et les premiers à avoir lancé ça, alors moi je l'avais vu déjà un petit peu parce que tu disais on va parler un peu de mon parcours, mais vu que je suis passé par la NBA, c'est la NBA qui a beaucoup instauré ça en fait parce que alors eux c'est des matchs tous les 2-3 jours mais tout le temps quoi, tu vois. Et pour placer pour avoir cet équilibre entre jour de récupération et jour de performance, c'est ce qu'ils ont mis en place en fait, faire ces créneaux-là après les matchs. Ouais. Et combien de temps t'es resté à Cholet? Je suis resté à Cholet 5 ans. 5 ans, donc de 2005 à 2010. Et puis après, je suis parti aux États-Unis. Et puis en fait, entre 2005 et 2010, ça a été fantastique, Cholet, parce que j'avais et le centre de formation et les pros. Donc j'avais tout le monde sous ma responsabilité en préparation physique. J'étais avec un entraîneur qui m'a donné complètement carte blanche, Herman Kunter. Et puis l'autre truc qui a été fantastique, parce que après c'est tout un ensemble, mais il faut que les planètes soient alignées et tout ça, mais en plus on a envoyé 4 jeunes en NBA, chose qui s'était jamais fait. Donc pendant ces 5 années-là, on a vécu vraiment des grandes émotions, des grandes fiertés. Quand on voit 2 joueurs la même année en NBA, c'est quand même une grande fierté. Et puis surtout, on avait gagné en 2010 le titre de champion de France. C'est le seul titre que Cholet Basket a eu. Donc beaucoup de, c'était vraiment le top cette période-là, quoi. Mais alors moi, j'ai pas du tout suivi le basket quand j'étais gamin, donc durant ces années-là. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que les Français ont commencé à s'expatrier un peu en NBA? Parce que j'ai cette sensation que quand j'étais gamin, fin années 90, il n'y avait pas vraiment de Français en NBA ou alors vraiment très très peu. Et là, tu me dis, on en a envoyé deux une année. Est-ce que c'est vraiment dans ces années-là que ça a commencé à Ouais, avoir une French hype, on va dire? ouais, la French hype, elle est venue déjà avec Tony Parker et Boris Dio.
Donc c'est un peu la génération avant, donc on va dire, quand est-ce qu'ils sont allés, je vais dire des bêtises parce que j'ai pas les dates en tête. On va dire un peu avant, c'est pas grave, t'inquiète. Et voilà, un tout petit peu avant, tu vois, pour pas qu'on me dise ah non, c'est pas ça. Hein. Mais voilà, c'est avec eux que c'est parti au final. Et puis c'est vrai que la NBA a commencé à s'intéresser sur le monde. Mais par contre, moi, c'est vrai que j'ai vécu ce processus-là parce que là, on parle des joueurs NBA qui sont allés, des joueurs français, pardon, qui sont partis en NBA, qui se sont exportés. Et puis après, maintenant, tu as même les coachs qui s'exportent de plus en plus. Et moi, je sais que, tu vois, en 2009, en fait, les San Antonio Spurs étaient, j'avais eu un contact avec le préparateur physique des Spurs à l'époque, qui était venu me voir, il était sur Paris et puis il m'avait dit, est-ce que tu veux qu'on se voit et tout ça, qu'on discute? Et en fait, le mec il était vachement intéressé sur qu'est-ce qui se faisait ailleurs qu'aux États-Unis, ce qui est quand même assez rare quand on connaît les ricains, mais il savait qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient se passer dans le monde et il commençait à s'intéresser à tout ça. Et puis maintenant, c'est vrai que ça devient plus abordable pour y aller, quoi. Alors après, pour y travailler, c'est compliqué, mais en tout cas, pour avoir une expérience là-bas, ça devient de plus en plus facile, je pense. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes avec Cholet en 2010? 2010, en fait, je pars aux États-Unis parce que, je t'ai dit, en 2009, il y a Mike Brandgard qui me contacte. Après, en décembre, janvier 2009, il me dit, est-ce que tu veux venir à San Antonio 3-4 jours, une semaine, pour voir les entraînements? Tu vas pas dire non, hein, t'y vas. Euh, T'y vas, et puis là, tu découvres un autre monde. Voilà, et puis en fait, à la fin de cette année-là, alors attends, c'était que je dise pas de bêtises, c'était en 2008-2009, ouais, c'est ça. Il me dit, viens, rejoins-nous. J'ai pas de plan pour toi. Par contre, tu vas être sous ma protection. Je vais te prendre sous mon aile. Est-ce que j'aurais eu un poste en tant qu'assistant, deuxième assistant de préparateur physique? Je sais pas. Est-ce que ça aurait été en université, collège du Texas? Je sais pas. Mais en tout cas, il y avait eu un feeling qui s'était passé. Et puis il m'a dit, viens, et puis je vais te prendre sous mon aile et on va te trouver quelque chose. Et quand je sors ça à l'époque à l'entraîneur de Cholet Basket, je dis, écoute, je me casse. Il me dit non, non, tu peux pas partir maintenant, reste un an de plus. Si tu restes un an de plus, on fait tout, on va être champion de France. Et je l'ai écouté, en fait. Et puis, un an plus tard, on est champion de France. Donc ça, ça a été la géniale. Et en fait, après, je décide tout simplement de me dire, vas-y, j'aurais pas cette occasion-là 36 000 fois dans ma vie. Et puis, de toute façon, si ça marche pas, je reviens en Europe, je reviens en France. Et puis voilà, quoi. Et puis, en fait, une fois là-bas, ça marche pas trop. Lui, il est un peu sur la sellette en plus. Et puis là, j'ai un joueur qu'on a envoyé de Cholet Basket, donc Kevin Séraphin, qui était à Washington Wizards, qui lui arrive là-bas un peu le genou en compote, problème d'adaptation, problème de poids et tout ce que tu veux. Il me dit ouais Seb, t'es toujours aux États-Unis. Je dis ouais, je suis toujours aux États-Unis. Ça se passe comment pour toi? C'est cool, mais je sais pas trop où je vais. Il me dit écoute, moi j'ai besoin d'un coach. Est-ce que tu veux venir à Washington? Donc hop, direction maintenant Washington DC. Et puis je suis resté 7 ans comme ça avec lui là-bas aux États-Unis. Mais parce que lui, il avait pas de préparateur physique dans le club? Alors si, ils en avaient un. Parce que ça va être ça va être le sujet de tout le podcast parce que partout où je passe, il y a des préparateurs physiques dans les clubs forcément, mais il y a des problématiques. Les problématiques, c'est quoi? C'est que en fait, tu t'aperçois que quand tu es dans un club pro et qu'il y a un préparateur physique pour 15 joueurs professionnels, tu peux pas t'occuper des 15 joueurs professionnels. C'est impossible. Tu vas faire du collectif, là en l'occurrence à l'époque, Drew, le préparateur physique des Wizards, clairement, il donnait son énergie aux joueurs qui avaient des gros contrats. Tu vois, les John Wall. À l'époque, on avait John Wall, il y avait qui à l'époque? Il y avait André Blatch. Bon, voilà, des joueurs que tu vas pas forcément connaître, mais c'était les stars de l'équipe. Et puis c'est vrai que si tu faisais pas partie de ce noyau de stars d'équipe, t'avais pas trop de suivi, quoi. T'avais des programmes vraiment très aléatoires. Et puis surtout avec Kevin, très vite on s'est rendu compte que il y avait la préparation physique, oui, mais il y avait pas que ça. Il y avait aussi le suivi à la maison, c'est-à-dire le sommeil, c'est-à-dire la nutrition, c'est-à-dire l'approche mentale, c'est-à-dire donc beaucoup d'éléments qui font que le préparateur physique du club, lui, ne pouvait pas répondre à toutes ces exigences-là. Et Kevin s'en est rendu compte très rapidement et il m'a dit voilà, moi j'ai besoin d'un mec qui me drive de A à Z, quoi. Et donc, c'est toi qui gérais pour lui aussi l'alimentation, tout ce que tu Ouais, as cité? ouais. Donc Ah l'alimentation ouais. avec l'alimentation. En fait, quand j'ai décidé d'aller avec Kevin, parce qu'au départ c'était juste 2 semaines. Et puis, comme je t'ai dit, ces 2 semaines-là se sont transformées en 7 ans. Et en fait, à partir de là, je vis avec lui. C'est-à-dire, on vit dans la même maison.
et on vit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ensemble. Et puis on s'aperçoit que je m'aperçois, tiens, l'alimentation elle est pas super. Donc ok, on va commencer à travailler sur ta nutrition. Ça on va virer, ça on va virer, ça on va virer, et puis ça on va partir plus sur cette nutrition là. Et puis plus on rentre dans ces choses-là, parce qu'on remplit des objectifs. Donc là c'est un objectif qui est très simple, ce que je viens de te dire. En gros, enlève toute la bouffe qui est dégueulasse et puis mange sainement. Et puis après tu vas plus dans la complexité, c'est-à-dire il y a Kevin, il y a des jours où il va falloir que tu manges tant de calories, puis tant d'apports protéiniques et tout ça, parce que c'est des jours de match. Les jours où tu es off, il va falloir qu'on diminue. Les jours où tu es blessé, il va falloir qu'on ait une adaptation. Les jours, et puis voilà. Puis on rentre dans ce détail-là de plus en plus, et on est vraiment motivé par ça, en fait. Ouais, le staff de l'équipe te donnait carte blanche, je veux dire, t'ouvrais les portes pour que tu puisses aller coacher avec les infrastructures des Wizards ou pas du tout? Alors, c'est incroyable ça. Ça, c'est incroyable parce que moi, quand j'arrive aux États-Unis, à Washington, parce qu'au final, au Texas, je suis pas assez longtemps, mais quand je suis arrivé à Washington, faut s'imaginer quand même que quelques mois avant, je suis à Cholet. Donc, c'est pas la même vie. Et puis, mon anglais, il est pas génial à l'époque non plus, quoi. Mais il faut quand même que je m'adresse à ces gens-là. Donc, les gens, à un moment donné, ça, je me suis dit, mais ils doivent me prendre pour un guignol, tu vois. En plus, j'étais jeune, à 27 ans, j'avais 29 ans quand je suis arrivé là-bas, un anglais approximatif et tout ça. Mais en fait, les Ricains, eux, dans leur culture, c'est quasiment normal qu'un joueur ait son coach. Donc, ils se disent, voilà, nous, on va t'observer. On va t'observer comment tu travailles avec lui. On va voir ce qui se passe. Parce que si le joueur, il a des meilleurs résultats sur un court terme, pourquoi tu vas pas continuer avec lui? En gros, c'était ça. Par contre, s'il n'y a pas de résultat, en effet, peut-être qu'ils auraient dit quelque chose. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et il faut savoir que ce sont les Washington Wizards qui m'ont fait mon visa de travail. Donc ça, c'est incroyable parce que quand tu arrives aux États-Unis, c'est ça, pour travailler, il faut que tu aies un visa, hein. Et pour avoir un visa de travail, tu es obligé d'être sponsorisé par une personne ou une entreprise américaine. Et c'est eux qui m'ont fait ce visa de travail-là et qui m'a couvert pendant toutes mes années, quoi. Ah, c'est énorme. Et donc, ça s'est bien passé. Donc, pour ton athlète aux Wizards, il a joué, il a été il a été échangé. Comment ça s'est passé pour lui durant ces 7 années? Écoute, nous on a fait nos 5 ans à Washington Wizards, on a fait 1 an aux New York Knicks et on a fait 1 an aux Indiana Pacers. Je te cache pas que dans ces années-là, en fait, c'est beaucoup de hauts et beaucoup de bas, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de réponses qu'on n'aura jamais. Voilà. Bon, Par rapport à quelle question? Par rapport au transfert? alors nous, on a la chance qu'on a eue quelque part, et c'était un peu sa valeur, ça montre un peu la valeur du joueur, je pense, parce que alors déjà là, normalement un joueur NBA, ça la moyenne pour rester en NBA, c'est 4 ans. Nous, on a fait 7 ans, on va sur la 8e, quoi. Donc on a quasiment doublé la moyenne d'un joueur NBA là-bas. Donc ça, c'est déjà la première réussite. Et puis après, surtout, Kevin n'a jamais été coupé ou transféré. En fait, ça a toujours été des fins de contrat ou un autre club qui le voulait et tout ça. Donc ça montrait sa valeur, mais en même temps, à côté de ça, on s'est retrouvé dans des situations où Kevin performait et là tout allait bien et du jour au lendemain, tu te retrouves sur le banc et tu joues plus du tout. Et là, il faut être capable de maintenir l'athlète dans une concentration et dans une discipline incroyable parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'injustice. Parce que on parle de la NBA, mais je pense que peut-être dans le foot, c'est un peu aussi comme ça, peut-être moins, mais c'est beaucoup aussi du business, c'est beaucoup l'influence des agents, c'est beaucoup la notion de contrat, la masse salariale, toutes ces choses-là qui rentrent en jeu en fait dans le temps de jeu du joueur, quoi. Ok. Et comment s'organisaient les entraînements alors? Parce que il y avait, j'imagine, des entraînements donc collectifs en basket. Et toi, donc, quand tu étais préparateur physique de Kevin, c'était en dehors de ces heures d'entraînement, en fait. Et donc là, tu pouvais faire plus qu'à Cholet. J'imagine, t'avais pas que 3 fois 45 minutes ou, ou si? Alors, moi, c'était toujours pareil. À Cholet, moi, j'ai pu faire tout ce que je voulais parce que j'avais mis mes conditions quelque part. Et puis, comme je t'ai dit, le coach me donnait vraiment carte blanche. Donc, j'avais vraiment beaucoup de créneaux et tout ça pour mes joueurs. Euh, Maintenant, alors c'est le point qu'on peut soulever peut-être des fois, c'est ça en fait, c'est que à l'heure actuelle, si tu es préparateur physique dans un club, il faut être capable de mettre ces conditions pour pouvoir faire ce que tu veux. Parce qu'autrement, on te les donnera pas, quoi. Donc, on donnera un minimum, et puis, tu te débrouilles avec ça, quoi. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là.
Et après, pour revenir avec ta question avec Kevin, en fait, bah, ça arrivait. En fait, c'était du quotidien, c'est-à-dire on n'avait pas de créneau forcément, mais on savait que avant qu'il aille aux entraînements, souvent on pouvait faire beaucoup de travail de mobilité à l'époque ou beaucoup de travail d'activation sur son genou et tout ça. Après, moi, tous les matins, on avait un chef qui arrivait à la maison, donc j'avais des rendez-vous avec le chef pour que les repas soient calibrés et tout ça. Donc en fait, tout au long de la journée, t'as une sorte tu fais toujours un petit travail partout, tu vois, où après le joueur part à l'entraînement, il revient, on discute de cet entraînement-là, on discute de comment il est, de la projection du match. Moi, mon truc aussi, c'était de dire à Kevin, vas-y, il faut que tu étudies beaucoup plus le basket, le jeu, parce qu'il avait des lacunes par rapport à ça. Donc, on pouvait regarder des matchs ensemble, on pouvait analyser des matchs. Et puis ça déviait sur un déplacement, comment se déplacer quand un joueur te fait un post-up, fait un face-up ou un truc comme ça. Je vais pas rentrer trop dans le spécifique basket, mais un travail d'appui, tout ça. Donc, en fait, tous les jours, tu avais une possibilité de travailler avec le joueur parce qu'il y a tellement de détails à travailler. Mais là, c'est vrai que ce qui était bien, c'est que j'avais 24 heures sous les mains, quoi. Chaque jour, j'avais 24 heures pour pouvoir travailler n'importe quel sujet, détail avec lui, quoi. Et ouais. Et durant ce laps de temps, comme tu étais 7 sur 7 avec Kevin, t'as Mm. pas eu l'opportunité de travailler avec d'autres joueurs en même temps? Alors, bah, si, parce que, alors, quand je suis arrivé là-bas, 2010, après, alors, tu sais, il y a eu une grève en NBA. Alors, la grève en NBA, c'était quand? 2011, je crois, où les joueurs, bah, ils jouaient plus. Ils jouaient plus, donc il y a eu un retour en Europe. Et là, j'avais travaillé j'étais retourné à Cholet pour travailler avec Rudy Gobert, qui ensuite est parti en NBA, pur produit de Cholet Basket. Et puis aussi des étés, j'avais travaillé pendant 2 ans épisodiquement. Donc ça a été ça le problème avec ce joueur-là, avec Rodrigue Beaubois, qui jouait au Dallas Mavericks, lui. Donc c'était un joueur drafté de Cholet, pareil, qui a été au Dallas Mavericks. Et puis de temps en temps, je l'avais. Et puis voilà, en fait, quoi. Parce que en fait, le truc de Kevin, c'était ça, il avait l'exclusivité de moi, quoi. Pourquoi ça s'arrête avec Kevin? Alors déjà, ça s'arrête en 2017, donc après les Indiana Pacers, parce qu'il rentre en Europe. Et puis, alors plusieurs paramètres pour être en toute franchise. Parce qu'il faut savoir que, tu vois, moi avec Kevin, pardon, on est toujours en relation, on discute tout le temps. Il y a encore 2 jours, j'étais avec lui au téléphone. Donc on se dit les choses, tu vois. Mais je pense qu'on était arrivé à la fin d'une aventure. Parce que Kevin, moi, je l'ai eu 4 ans à Cholet. Et je l'ai eu, du coup, 7 ans en NBA. Donc on a fait quasiment 12 ans ensemble. Dont 7, 8 ans au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est là où tu t'aperçois que dans cette relation de coach-coaché et tout ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, bah, ton discours, il se fatigue. On est beaucoup dans l'anticipation. Moi, je suis dans l'anticipation avec le joueur parce que je sais à peu près ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Le joueur, il est beaucoup dans l'anticipation avec moi parce qu'il sait aussi comment me gérer et me manœuvrer, hein. Il faut pas, faut pas se le cacher, ça. Donc je pense qu'on était arrivé à une fin en fait où on avait plus grand chose à se dire. Moi j'avais plus grand chose à pas lui apprendre parce qu'il y a toujours à apprendre, mais tu vois, je pense qu'il avait besoin de nouveautés. Là, il partait sur un nouveau cycle en Europe. Voilà, ça s'est fait naturellement en fait. On s'est dit bon, c'était une belle histoire, on s'arrête là, quoi. Et toi, donc, t'es rentré aussi en France, en Europe? T'es resté en NBA? Alors moi, je suis un petit peu resté aux États-Unis parce que j'avais un rêve quand j'étais gamin, c'était de vivre à Los Angeles. Je me suis dit bon allez, vas-y, je pars à Los Angeles. Est-ce que t'as aimé Los Angeles? Parce que la seule fois où j'ai été, que j'étais une semaine il y a plus d'une dizaine d'années, je trouvais que Ouais. c'était blindé de monde, quoi, hein. Franchement, c'était... Écoute, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé, ça c'est sûr. Alors peut-être parce que il paraît, en tout cas c'est ce qu'on dit aux États-Unis, quand tu es habitué à la côte est américaine, c'est très difficile de passer à la côte ouest parce que c'est 2 mondes différents, dans les comportements, dans l'architecture, dans la vie de tous les jours et tout ça. Et c'est vrai que Los Angeles, j'ai pas plus aimé que ça. Donc en fait, je suis rentré. Après, je me suis dit, bon, vas-y, là aussi c'est fini. Puis je rentre en Europe et puis on verra ce qui se passe, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où je prends cette décision-là, justement, je t'ai parlé d'un coach que j'ai eu à Cholet, Herman Kunter, qui est un coach turc, et qui venait de signer à Galatasaray. Et il me dit, bah Seb, t'es toujours avec Kevin et tout ça. Alors à l'époque où il m'appelle, j'étais encore avec Kevin et puis on devait pas se séparer. Et je dis bah ouais, je suis avec Kevin. Il me dit ah bah je te veux avec moi en tant que consultant pour le club de Galatasaray parce qu'il était coach de Galatasaray. Donc c'est comme au foot, hein, c'est un gros club même. Bah, maintenant c'est un peu moins, mais à l'époque c'était un gros club du basket européen.
Et il y avait déjà deux, trois préparateurs physiques là-bas. Mais il me dit, moi, je te veux en tant que consultant, c'est-à-dire, je veux que tu drives mes préparateurs physiques, je veux que tu leur montres les techniques qu'il y a aux États-Unis, bah, que tu partages ton expérience tout simplement, quoi. Et puis que tu prennes toute la pré-saison en charge avec les joueurs pour qu'on parte sur des bonnes bases et tout ça. Et donc je suis parti avec eux. Alors c'était très particulier parce que ça a été un peu la transition de je suis toujours avec quelqu'un où là j'étais consultant et c'est là où j'ai commencé à travailler à distance avec l'équipe, quoi. Donc il y avait un temps de présence et un temps de distance. Et c'est là où je me suis dit bah ça, il y a quelque chose à creuser là-dedans. On peut faire quelque chose avec ça. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des tensions justement avec les préparateurs physiques déjà en place? Alors pas avec les préparateurs physiques, mais avec les kinés, bizarrement. C'est vrai? Pourquoi? Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que alors, les préparateurs physiques, il n'y a pas eu de problème parce que eux, ils étaient vraiment ravis de m'avoir parce que c'était des jeunes en fait. C'était des jeunes qui débutaient un peu dans ce métier-là. Et du coup, moi, je leur disais, bah voilà, travaille plus comme ça, fais plus ça. Tu vois, j'étais un peu leur référent et je les sécurisais un peu. Puis j'étais la parfaite transition entre le coach exigeant d'Herman Counter et puis eux qui débutaient, et qui avaient un peu peur, un peu impressionnés par le personnage et tout ça. Donc ça, c'était bien passé. Mais après, comme je te disais, moi, aux États-Unis, j'ai pu développer plusieurs compétences et notamment certains soins ou comme je disais, certaines mobilités, parce que la mobilité, on en parle beaucoup maintenant, mais tu sais qu'à une certaine époque, c'était un peu nouveau tout ça, tu vois. Ouais, mais je crois qu'il y a toujours ce débat sur, je caricature, hein, mais faut-il s'étirer ou pas, quoi. Ouais, carrément. Mais en fait, les kinés, ils avaient mal pris ça parce qu'ils se disaient un peu que je faisais leur job, quoi, tu vois, parce que moi, je travaillais sur les hanches, alors que, tu sais, dans leur vision, c'était plus, un préparateur physique, c'est le muscle, c'est les forces, c'est le machin. Et puis moi, j'arrive là en 2017 et je dis, bah non, nous, on va travailler sur les ouvertures de hanches, on va travailler sur la mobilité de la cheville, on va travailler sur, tu vois, ces chaînes-là, quoi. Et en fait, eux, se sont sentis plus attaqués que les préparateurs physiques du club à l'époque. Mais après, c'est comme tout. C'est une bonne discussion, on met les choses à plat et puis tout part, quoi. Tout va bien, quoi. T'es resté combien de temps à bosser avec Galatasaray? En tant que consultant, ça s'est arrêté assez vite, 6 mois, Ah parce ouais, que ok. Ah bon, mais t'es rapide. ouais, rapide, parce que bah c'est les problématiques de ce monde pro, c'est-à-dire que ils sont arrivés dans une période avec des difficultés financières. Et du coup des joueurs qui étaient plus payés, et du coup des joueurs qui ont commencé à ne plus vouloir jouer. Et quand c'est comme ça, bah tu sais comment c'est qu'il y a plus de résultats, et quand il y a plus de résultats, bah le coach il saute. Et puis bah voilà, hein, tout part comme ça, quoi. Donc en fait on s'est retrouvé dans une situation où le club n'avait plus de moyens, ou commençait à perdre leurs moyens en fait. Et puis bah l'engrenage s'est fait, quoi. Comment tu rebondis alors? Bah comment je rebondis? Bah je me pose des questions déjà. C'est je me dis à un moment donné, il faut que je m'arrête là. Faut que je m'arrête parce que je pars partout et puis je pense pas à moi non plus. Et Est-ce Et est-ce qu'à côté, bah, j'imagine, t'avais pas de vie familiale. non, Là, t'étais tout seul, quoi. Là, c'est. ouais, libre comme l'air. Mais pour faire ce métier-là, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais peu importe. Mais quelque part, c'est tellement exigeant, tu peux pas. J'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, toute cette expérience-là, en ayant quelqu'un avec moi. C'est pas possible parce que la personne, faut qu'elle te suive, faut qu'elle accepte. C'est des déménagements, t'es tout le temps avec l'athlète, t'as des matchs, tu pars, tu reviens, c'est, c'est, il faut être un peu égoïste, hein, pour faire ce métier-là, hein, je l'avoue. Après, moi, je voyais cette opportunité incroyable parce que c'était un rêve de gamin, tout ce que je réalisais, tu vois. Et en fait, quand je me suis posé, c'est là où moi, je me suis dit, bah écoute, j'ai eu cette expérience avec Kevin où je suis toujours avec lui. J'ai cette expérience en tant que consultant avec Galatasaray où on peut éventuellement faire quelque chose à distance avec les moyens du bord qu'il y avait en 2017. Et là, j'ai cherché à me dire comment je peux entraîner des joueurs de haut niveau en ayant un certain niveau d'exigence et bien sûr de résultats avec eux, euh, mais sans être tout le temps avec eux, parce que ça, je veux plus. Et puis bah c'est là où tu cherches des choses, il y a des technologies qui t'arrivent, tu testes ces technologies-là, tu dis que ça marche, et puis là, par opportunité, par chance, des joueurs qui te contactent, et puis là tu mets les choses en place, et puis voilà, ça marche. Et puis il y a des résultats, donc il y en a d'autres qui t'appellent, qui disent bah tiens, je voudrais bien avoir les mêmes résultats que lui, et puis voilà, c'est l'enchaînement qui est parti, quoi. Donc là, à partir de 2018, t'as commencé à coacher à distance, si je comprends bien. Ouais, ouais. En fait, parce que comme quoi c'est marrant, parce que c'est beaucoup lié avec la vie pour moi, tout ça.
C'est-à-dire que tout à l'heure, je t'ai parlé d'un joueur qui s'appelle Rodrigue Bobois, que j'ai eu à Cholet, qui est parti à Dallas, aux États-Unis. Et en fait, ce joueur-là, bah, il a vieilli, hein, il a pris 7-8 ans. Et puis, il joue maintenant en Euroleague. Donc, l'Euroleague, pour ceux qui connaissent pas forcément le basket, c'est le deuxième plus grand niveau mondial au niveau basket, et c'est le plus haut niveau européen. Et là, il joue dans un gros club d'Euroleague à Istanbul. Et Rodrigue Bobois, si tu veux, c'est un joueur qui a été malheureusement souvent blessé dans sa carrière. Et puis, bah, un jour, il m'appelle, il me dit, bah, écoute, Seb, je viens de réaliser un truc, c'est que j'ai besoin de faire de l'extra work, j'ai besoin d'avoir un mec, bah, comme t'as fait avec Kevin, qui me drive et tout ça, parce que autant avant, quand je me blessais ou que j'avais des contre-performances, je pouvais rebondir très rapidement, mais maintenant, avec l'âge, j'ai 30 ans, il ressortait d'une opération en plus. Il me dit, bah, je me rends compte que bah, ça se fait plus comme ça, quoi. Ça se fait plus par magie. J'ai besoin de travailler beaucoup plus. J'ai besoin de cibler ma vie. J'ai besoin de beaucoup de choses, en fait. Et clairement, il me dit ça. Il me dit ça en 2018. Il avait 30 ans. 2018-2019, ouais, il me dit, je tente avec toi. Parce que si je fais rien à la fin de l'année, je pense que j'arrêterai ma carrière. Et bah, tu vois, à l'heure actuelle, je suis toujours avec lui. Et comment t'as mis ton suivi avant de dérouler, mais ton suivi à distance en place? Tu dis que t'as testé pas mal d'outils, tout ça. Ouais. Euh, Bah, comment t'as organisé ça au début? Parce que j'imagine que dans le basket, c'était complètement nouveau. ouais, c'était complètement nouveau. Ouais. Puis même, parce que autant j'étais venu aux États-Unis, c'était assez fréquent que les joueurs et des coachs privés, autant en Europe, c'était pas encore le truc, quoi, tu vois. Et et en fait, j'ai passé un mois et demi avec Rodrigue à Istanbul, où là, bah, tu commences à le checker, tu commences à discuter, à voir ce qu'il a besoin, voilà. Et puis après, en fait, le suivi, comment je l'ai mis, c'est-à-dire que bah, je me suis entouré de compétences, parce que pour moi, la difficulté quand tu es dans un suivi comme ça, c'est d'être au quotidien avec le joueur sans être avec lui, et qu'on soit capable de discuter entre nous, de se partager les informations, d'avoir des feedbacks, les entraînements et tout ça, mais sans faire des réunions ou des visios, des trucs comme ça, parce que ça marchera pas ce truc-là. Les joueurs vont zapper, ça va être repoussé. Donc, il faut qu'il y ait une certaine liberté, il faut qu'il y ait une certaine autonomie de sa part du joueur et de ma part. Donc, c'est toute une philosophie que j'ai voulu mettre en place. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à avoir des outils comme, alors, il y a un outil qui s'appelle Klaxoon, par exemple. C'est un outil qui, à la base, te permet d'améliorer les réunions d'entreprise. Donc, rien à voir avec le coaching. Et C'est simplement ça fait quoi Klaxoon alors? comment? Ça fait quoi Klaxoon? Bah en fait, imagine, c'est un outil où tu as plusieurs outils en fait qui te permettent de pouvoir récolter du feedback, de pouvoir installer tes idées, partager des idées, que tu sois à distance ou pas. Tu peux mélanger plein de choses. Tu vois, t'as pas mal de choses que tu peux faire. Et puis moi, en fait, je l'ai tout simplement approprié dans le monde du coaching sportif. Je lui dis, bah écoute, moi, ce truc-là, t'imagines, hein, j'ai un énorme tableau blanc dans mon téléphone, je peux mettre plein d'informations dessus. Le joueur peut m'envoyer des captures vidéo ou des captures photos sur ce tableau blanc. Je peux corriger, je peux faire ajouter des annotations. Je peux envoyer mes programmes. Je peux lui poser des questions. Il peut me répondre quand il veut et tout ça. Dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc ça a été un des premiers outils en fait qui m'a permis de travailler comme ça avec eux pour créer de l'engagement. Parce que pour moi, l'une des clés dans ce coaching-là, en fait, c'est l'engagement. C'est-à-dire comment je vais embarquer ce mec-là malgré la distance, malgré qu'on se voit pas tout le temps, comment je vais l'embarquer. Donc il faut un outil qui soit simple pour lui à utiliser, qui soit simple pour moi également à mettre tout ce que je veux mettre en place, qui me permette de partager plein d'informations et tout ça. Tout ça, ça crée de l'engagement. Et puis après, moi, tous mes joueurs, par exemple, tu vois que j'ai là, parce que là, maintenant j'en ai plusieurs. Bah, en fait, on travaille avec Whoop, donc je pense que Ah c'est oui, des. je vois. Et est-ce que tu en es content de Whoop? Moi, j'en suis très, 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 très satisfait. Très satisfait. Est-ce que tu trouves que les données récoltées sont fiables, justement? Tu sais, il y a des petits débats. Des fois, moi, j'ai jamais testé, donc je te demande. Je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. J'ai été suivre une conférence sur tout ce qui est variabilité de la fréquence cardiaque et tout ça, où ça démontait un peu tous ces outils-là. Bah, écoute, moi, je le porte pour moi-même déjà parce que le premier jugement que j'ai, c'est sur moi, hein, c'est est-ce que ça me va ou pas. Bah, moi, ça me drive, ça m'a permis d'améliorer mon sommeil, ça me permet de mieux cibler mes entraînements.
Et puis je ressens vraiment le truc quand je suis dans des hautes récupérations, je le sens vraiment quoi. Et tu vois, moi je l'ai mis avec les joueurs. Alors, il y a des problématiques avec Whoop, ça c'est sûr. C'est-à-dire l'une des problématiques qu'on peut avoir, c'est que nous, si tu veux, moi avec mes joueurs, ce que je veux, c'est qu'ils soient dans le vert, dans le plus haut, dans la récupération le jour du match. Ça, Whoop te le dit pas en fait, parce que Whoop, ce qu'ils te disent, c'est comment tu es ce jour-là. Donc après, tu vois bien si tu fais euh, plus tu vas avoir des habitudes, plus tu vas avoir des repères, plus tu vas dire. Je vais sortir un exemple très bateau pour qu'on comprenne. Bah oui, en effet, si tu as constaté que le jour avant un match, à chaque fois tu manges de la viande rouge, et bah le jour du match t'es pas en haute récupération, bon bah là t'as un déclic, tu dis j'arrête de manger la viande rouge. Bon ça c'est juste pour comprendre le modèle, bien sûr on n'en est pas là. Mais par contre, nous, ça nous a été utile avec Rodrigue, par exemple, sur les placements des séances, qu'elles soient en force, plus d'hypertrophie, plus de cardio ou d'autres choses, quoi. Et Ok. ouais, et tout ça, ouais, moi, je suis satisfait. J'entends les débats, hein, j'entends les débats qu'il y a autour. Écoute, pour l'instant, moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus de négatif. Et donc là, tu dis que tu avais plusieurs athlètes donc qui t'ont contacté au fil des années pour bosser avec toi justement à distance. J'imagine que tu les vois quand même quelques fois en présentiel quand même pour peut-être faire des bilans ou des choses comme ça. Ouais, ouais, c'est ça le deal en fait. Hein. On se voit, on essaye de se voir toutes les 6 semaines, toutes les cinq, Ah six ouais, semaines. tu les vois quand même assez souvent alors pour voir. Ouais, 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 parce que justement, tu vois, quand je te dis qu'il faut créer l'engagement, ça fait partie aussi de l'engagement, c'est-à-dire la personne, on doit avoir une présence humaine, ressentir les choses, tu vois, on peut pas tout faire à distance, je pense, à ce niveau-là. Donc, on a des rendez-vous toutes les 5, 6 semaines. Alors, ça dépend des calendriers, bien sûr. Des fois, ça va être au bout de 4 semaines, des fois au bout de 7 semaines, mais la moyenne, elle est là, 5, 6 semaines, pour qu'il y ait une présence en permanence. Et puis après, par contre, entre ces périodes où je suis présent, en fait, là, les outils me permettent justement de continuer à créer cet engagement, ce suivi, à travers la communication et du coup l'outil Klaxoon, et puis à travers les datas, on va dire, avec Whoop. Ok. Donc, là, ça fait 6 ans que tu travailles plus avec un club en particulier. Exactement, ouais. J'ai eu un petit épisode avec la sélection nationale de la Tunisie, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Alors tu vas rire. C'est le même coach que j'avais à Cholet, le même coach qui m'a fait venir à Galatasaray, qui passe maintenant sélectionneur de la Tunisie, et puis il me dit, bah écoute Seb, ça te dit ou pas? Je dis, bah, vas-y, on y va. Hein. Et ça s'est bien passé? T'étais content de cette expérience? Ouais, c'est un autre, c'est un autre basket. C'est un autre basket. Là, t'es dans une sélection, mais ça réagit, c'est un peu comme un club parce que là-bas, en sélection nationale de la Tunisie, c'est en sélection nationale, normalement, c'est des rassemblements. On le voit avec le foot, par exemple, hein, où tu as un rassemblement d'une semaine tous les X temps. Et là-bas, en fait, c'est quasiment la moitié de l'année où les joueurs sont avec la sélection nationale. Donc, C'est mieux? t'as le temps de mettre des choses en place. Après, les moyens sont un peu limités quand même. Et puis là, on était vraiment sur une courte mission, c'est-à-dire on avait été engagé pour essayer de tenter de sauver cette sélection pour les qualifier pour les JO et la Coupe du Monde, parce qu'il y avait eu des mauvais résultats, donc ils étaient très mal engagés pour y arriver. Et puis ils ont voulu provoquer un électrochoc, on va dire, avec un nouveau coach, avec un nouveau staff qui arrive et tout ça. Et ben c'est pas passé loin, mais c'est pas passé malheureusement à cause d'un match où on perd de 2 points. J'ai vu, parce que toi, t'as commencé, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, que tu étais assez actif justement sur Insta. Et justement, tu m'avais tagué récemment et ça faisait un moment que je voulais t'interviewer, que je voulais discuter avec toi. Euh, Est-ce que pour toi, c'est essentiel, les réseaux sociaux aujourd'hui, vu que tu as déjà le réseau, entre guillemets, que t'as déjà le bouche à oreille? Et est-ce que c'est une plus-value pour toi de poster sur les réseaux? Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est difficile d'exister dans ce milieu-là sans les réseaux sociaux, parce que tu vois, il y a des jeunes, par exemple, qui me contactent par rapport aux réseaux sociaux, hein, tout simplement, parce ils ont pas le pied encore dans ce monde professionnel, et trucs comme ça, donc ils ont pas le réseautage que je peux avoir avec les pros. Mais tu vois, là, par exemple, cet été, j'ai commencé à travailler avec un Américain, donc ça, c'était ma petite fierté, parce que c'était mon premier joueur international que j'avais en coaching privé, que j'ai en coaching privé, donc Zach Leday. Et tu vois, Zach Leday, lui, ce qu'il me dit, il me dit, bon, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on commençait à se dire, ça serait bien qu'on travaille, machin. Et il me dit, moi, ça fait depuis Kevin Serafin, la NBA, que je te suis en fait sur les réseaux. Ah Donc, ouais.
Ouais, ouais, et j'ai été surpris. J'ai dit, ah ouais, putain. Il me dit, ah ouais, mais Kevin Serafin, c'était mon idole. J'adorais ses moves, j'adorais comment il jouait, comment il bougeait. On a le même gabarit. Donc, je voyais que c'était toi le coach. Donc, je me suis toujours dit, un jour, je l'aurai, ce coach-là. Donc, comme quoi, ça a une utilité quand même, les réseaux sociaux. Et puis, bah, après, par contre, après, c'est tout ce qui est contenu et tout ça. Bon, là, je pense que c'est vraiment un autre métier encore à part. C'est là où moi, je pense pas que j'excelle au maximum là-dessus. Bah, je vois que tu mets des petits réels qui sont moi que je regarde avec intérêt. Mais Ouais, je suis plus dans un partage de mon expérience, tu vois, dans un partage de ce que je fais avec les joueurs, qu'autre chose. J'aimerais avoir le temps. C'est surtout ça, des fois, le temps. En fait, j'aimerais avoir le temps pour plus expliquer les choses d'une façon pédagogique, pourquoi je fais ça, pourquoi je mets ça en place, comment on fait ça, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est une question de temps après. c'est quoi la suite pour toi? Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu te vois continuer comme ça à distance avec les joueurs que tu vois toutes les 6 semaines ou t'aimerais retrouver peut-être je sais pas un club ou une sélection ou Euh, Écoute, bonne question. Bonne ouais, question. ouais, bah je me demande. Alors, je dériverai après sur la partie privée, mais mais alors, Alors, bonne c'est quoi question. la suite pour toi? La suite pour moi, alors, bon, comme je t'ai dit tout à l'heure au tout début, j'ai 36 000 idées dans ma tête. Donc j'ai toujours des projets dans ma tête qui s'éloignent plus ou moins de la préparation physique, ou en tout cas de la prépa physique sur le terrain. Après, c'est surtout, il faut se poser toujours des questions en fait. Et tu vois, moi, à l'heure actuelle, je me pose une question parce que en effet, je serais pas contre de retourner dans un club. Maintenant, avec quels moyens? C'est toujours ça le problème. Et je parle pas que des moyens financiers, c'est-à-dire les moyens financiers, mais il y a les moyens bah, matériels et puis les moyens, comme je sais pas comment tu dirais ça, mais les moyens de créneau, de quel crédit, quel pouvoir on te donne dans ce club-là pour pouvoir vraiment bien travailler avec les joueurs, tu vois. Quand tu vois par exemple les installations que les Américains peuvent avoir et nos installations, c'est le jour et la nuit, complètement. Donc maintenant, tout ça, c'est faisable. On peut créer des choses, on peut créer des partenariats, mais est-ce qu'il y a des clubs qui sont ouverts à cette discussion-là? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, tu vois, là, je vais lancer un sujet, on pourrait en parler là. Mais moi, si je me projette, en fait, je vois pas d'avenir pour les préparateurs physiques dans les clubs de basket. Tu penses que tout va être externalisé? Je pense. Je pense qu'on va arriver de plus en plus vers ça. Pourquoi? Parce que comme je te disais, les clubs qui ont les moyens à l'heure actuelle d'avoir un préparateur physique de haut niveau, ce sont les clubs qui jouent le plus. Donc on est d'accord avec ça. Donc s'ils jouent le plus, quelque part, ça veut dire qu'on a moins de temps aussi pour travailler. Donc c'est pour ça qu'il faut de la qualité dans les entraînements et tout ça. Mais à l'heure actuelle, j'en suis l'exemple quelque part parfait, c'est que les joueurs de haut niveau ont leur propre coach privé également. Tu vois, moi, quand je commence avec Rodrigue à Istanbul, Rodrigue était le seul joueur à avoir un coach privé. Là, on est en 2024. Tu as, sur les 15 joueurs professionnels, tu dois en avoir 5 ou 6 qui ont leur coach privé. Tu vois? Donc, tu te dis à un moment donné, bah, comment ça va se passer l'avenir, en fait, des préparateurs physiques en club? Voilà. Donc, j'ai pas la réponse, hein. Simplement que je regarde, j'observe et que si le rôle du préparateur physique, même à haut niveau, comme je peux voir, en Euroleague et tout ça, consiste à, comme je te disais au départ, à faire les échauffements, à faire une ou deux séances de 35 minutes, 40 minutes par là, je vois pas pourquoi les clubs vont avoir cette réflexion de dire il nous faut salarier quelqu'un pour faire ça. Et puis salarier quelqu'un, c'est même salarier plusieurs préparateurs physiques parce que, comme tu le disais tout à l'heure, un gars peut pas s'occuper de 15 joueurs en même temps, quoi. Exactement. Donc on est dans cette problématique-là quand même, et il faut en avoir un peu conscience, je pense, pour ne pas se planter dans ce qu'on veut faire, tout simplement. Alors il y aura toujours besoin d'un préparateur physique, mais quel rôle? Voilà, ça sera ça. Ma réflexion est là-dessus à l'heure actuelle, et Bah, c'est en de ça. coordonner les préparateurs physiques extérieurs pour avoir une vision d'ensemble et discuter, Je quoi. pense que ça va être ça. Et puis surtout, il y a autre chose qui arrive maintenant qui n'existait pas avant, c'est tout ce qui est data scientist également, pour tout ce qui est charge de travail et compagnie. Donc, tu vois, le rôle de préparateur physique se réduit énormément, je trouve. Donc, moi, mes projets, je regarde un peu ce qui se fait. À l'heure actuelle, je fais tout mon coaching comme je fais avec mes joueurs et tout ça. Là, on va arriver bientôt à la fin d'une nouvelle aventure avec Rodrigue parce qu'il a 36 ans, 37 ans, hein. Donc, on est plus proche de la fin que du début quand même.
Et bon, le côté humain, je sais que quand tu coaches, le côté humain, la relation que tu peux avoir avec la personne est très importante. Et des fois, ce que je vis avec Rodrigue, ce que j'ai pu vivre avec Kevin, c'est vraiment cette approche-là, cette possibilité d'aller très très loin dans le coaching, dans le privé et tout ça. Est-ce que je vais réussir à le retrouver avec un autre joueur? Bah ça sera la grande question, on va voir. Et puis bah écoute, après on verra parce qu'il y a, comme je te dis, il y a plein de projets, il y a plein de possibilités. La préparation physique n'est pas une fin en soi, et je pense que c'est au contraire quelque chose qui te permet de faire d'autres projets, d'explorer d'autres choses. Ce qui se passe dans la préparation physique en 2010 n'a rien à voir avec celle qui se passait en 2017 et n'a rien à voir à l'heure actuelle avec ce qui se passe en 2024. Donc imagine en 2030, il faut essayer d'anticiper ce qui va se passer, essayer d'anticiper où est-ce qu'on peut avoir une place dans tout ça, quoi. C'est un peu la dure réalité de ce métier, en fait, hein. C'est beaucoup d'incertitudes, je pense. Comment tu fais pour suivre un peu les évolutions? Est-ce que tu échanges avec des collègues, entre guillemets, préparateurs physiques, justement, peut-être via les réseaux ou via ton réseau à toi de préparateurs physiques déjà en place, pour voir un peu ce qui se fait, échanger des idées? Ouais, bah moi déjà la première chose c'est que je m'écoute, j'observe. Ça fait le mec vachement peut-être, mais je pense que le meilleur constat qu'on puisse avoir c'est par nous-mêmes, et je pense qu'il faut avoir tout le temps une approche un peu critique de notre métier pour justement comprendre les enjeux et comprendre les projections. Et il faut pas se cacher la vérité, quoi, tu vois, parce qu'on aime ce métier, on veut tous voir les bons côtés, et il faut aussi voir aussi les mauvais côtés, et où est-ce qu'elle est la balance. Et puis après, bien sûr, tous ces constats qu'on peut faire en premier personnellement, bah, c'est de les échanger avec d'autres collègues. Et moi, c'était pour ça que, tu vois, je t'avais en plus tagué pour avoir un peu ton opinion sur un mouvement et tout ça, et puis ça allait engager la conversation. Mais il y a des choses qui vont arriver, forcément. Il y a des choses on peut déjà le voir avec l'intelligence artificielle qui va arriver. Voilà, il faut essayer d'être, comment on dit ça, aware. Ça fait Jean-Claude Van Damme. Je Comment on dit vois qu'on ça? est de la même génération, surtout. Il faut être éveillé, c'est ça, éveillé sur le monde qui nous entoure, et ne pas voir les dangers forcément, mais voir justement qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qui arrive et tout ça, quoi. Bah, au plaisir, Sam, et puis on s'y en jeu. Ouais, et puis merci de m'avoir donné le temps de. Ouais, bah, avec plaisir. Ça marche. Bon, Bon, allez, bah, à bientôt. ouais, ciao, Salut. ciao. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Je vous invite grandement à vous abonner au podcast sur l'application où vous l'écoutez, mais aussi à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. À très vite.